À tous et à toutes, bienvenue dans cette septième causerie où nous avons le plaisir à chaque fois de discuter de questions qui concernent l'écriture. Et aujourd'hui, vendredi 13, pour cette date quand même assez propice au virevoltage, aux surprises, aux remous en tout genre, nous avons décidé d'inviter l'écrivaine et journaliste Brigitte Benkemoun, qui est une femme que nous aimons beaucoup et qui a, désolée, je parle un petit peu comme si j'étais affairée à faire autre chose, ce qui est exactement le cas puisqu'à chaque fois se pose cette même question de d'intégrer en fait les gens, de les inviter. Donc je cherche Olivier. Comme toujours, qui d'autre? Je cherche Olivier Liron. Salut Benjamin, en attendant je vous salue tous, merci d'être là. C'est toujours un grand moment de solitude, mais je pense que c'est drôle pour les autres de voir quelqu'un galérer un petit peu comme ça, alors que j'aimerais tellement en plus ouvrir cette conversation de manière flamboyante. Mais ça va bientôt être le cas, la flamboyance arrive dans quelques instants. Attendez, en plus il faut que... Olivier Liron. Et ensuite, bien sûr, notre invitée, Brigitte Benkemoun, pour parler d'une vie romanesque. Qu'est-ce qu'une vie romanesque? Bon, bah, encore une fois, je ne trouve pas Olivier, c'est pas la première fois que ça arrive. Salut Nicolas, bonjour Chantal, je peux saluer tout le monde. Mais je cherche mes deux, voilà, hop, Olivier, il est en maintenant. Voilà, il va apparaître sur votre écran d'ici quelques instants. Salut Olivier, ça Bonjour va? Clarisse, bonjour à tous. Alors, maintenant, on va inviter notre invitée de cette septième causerie, Brigitte Benkemoun, donc. Et hop, tac. Je m'en charge. En attendant, Olivier, je te laisse Oui, faire le merci. divertisseur. Ça va? Est-ce que tu m'entends bien? Je t'entends très bien. Est-ce Super. que toi, tu arrives à inviter, c'est très particulier ce système, quand je tape, voilà, c'est bon, enfin, elle apparaît. Tac. On va inviter C'est- Brigitte Benkemoun, ouais. Qui devrait recevoir donc l'invitation et nous rejoindre d'ici quelques instants. Et, et merci à tous. Oh là là, vous êtes nombreux, c'est super, merci. Donc voilà, on attend Brigitte parmi nous pour enfin lancer cette septième causerie. En tout cas, ça fait un peu plus d'un mois qu'on l'anime, n'est-ce pas Olivier? Et vraiment, c'est très agréable, c'est très amusant, c'est à la fois ludique et instructif, comme dirait Jean de La Fontaine. Bonjour Donc Elena Staub. En fait, on voudrait remercier, oui, les auteurs qui acceptent aussi de participer et de nous donner un peu de leur temps précieux. Et puis vous tous qui suivez les causeries chaque semaine, ça fait super plaisir. On a plein de retours. Donc on va continuer à compter sur nous. Et voilà, donc là on attend Brigitte qui a dû recevoir, je ne sais pas si elle nous regarde, elle a dû recevoir une invitation de notre part. Euh, Brigitte Benkemoun ne peut pas se joindre. Ça y Ça, est, c'est... elle a rejoint la Ah vidéo. voilà, c'est bon, elle va arriver. Super. Dans quelques instants, Brigitte sera parmi nous. On ne la voit toujours pas. Brigitte est le... Pourtant, il y a écrit Brigitte Benkemoun a rejoint la vidéo, donc c'est Oui, étonnant. mais maintenant, il faut l'inviter, il faut lui demander de participer. Non, c'est fait ça. Non, mais c'est vrai que ça a vraiment ce système. Bon, c'est très sympathique parce que ça permet quand même une certaine spontanéité. Voilà. Alors, je réinvite Brigitte. Oui, il faut Invitée. parfois que les participants Ils mettent du leur. Peut-être soient que tu plus peux élèves. essayer, toi, Olivier, sinon. Est-ce que tu peux essayer de l'inviter? Non, je ne sais pas si tu peux. Non, je crois que c'est toi Moi, qui as le droit d'arriver. j'ai envoyé l'invitation. Ah là là. Salut Nathalie. Salut Léa. Olivier, en attendant, tu peux raconter ce que tu fais à La Rochelle, par exemple. Oui, Le... il faut envoyer une invitation Bah, à c'est fait, en Brigitte. fait. C'est fait, j'ai envoyé une Brigitte, invitation. tu as dû recevoir une invitation Oui, des ateliers Bohème.
Normalement, je vois Brigitte Benkemoun invitée Ou et alors, c'est sous forme de petite caméra sur laquelle il faut appuyer et ensuite rejoindre. Mais c'est vrai que tout à l'heure, il y avait écrit Brigitte a rejoint la vidéo. Elle arrive où l'invitation? C'est sous forme de petite caméra, mais alors attends, je te la renvoie. Essaye quand même toi aussi, Olivier, de ton côté. sinon, Brigitte, tu peux nous envoyer une invitation. Tu peux demander à participer toi-même. Oui. Alors peut-être que Brigitte va essayer de. Ouais, tu peux peut-être essayer de nous envoyer. Bon, c'est très étonnant. Ah, mais c'est très bien. Comme je suis Aujourd'hui, pas. on est dans les coulisses. On est dans les coulisses de l'organisation Mais et tout le ça fait monde. presque une dramaturgie, hein. Je trouve que c'est une C'est bonne clair. pièce de théâtre. Est-ce que c'est une conversation romanesque? Je crois, C'est oui. Beckettien, c'est-à-dire qu'il y a deux personnages qui sont seuls, qui attendent quelqu'un. C'est pas Godot, Mais c'est ça fait Brigitte. un peu personnage en quête d'auteur. Là, en plus, oui, ça fait bon. Oui, Le deux scénario de animateurs deux d'atelier en autres. quête d'auteur, en quête d'autrice en l'occurrence. Mm. Exactement. Bah, non, je En peux tout pas cas, faire merci plus à en tous de fait. rester et nous suivre. C'est passionnant ce qui se C'est clair. passe. Bah non, bah Brigitte ne reçoit rien. Qu'est-ce qu'on fait, Olivier? Alors, est-ce qu'il y a une autre manip qu'on peut faire? C'est vrai que c'est, bah oui, en fait, ça a toujours fonctionné comme ça. Donc, et Brigitte, est-ce que tu peux essayer toi de nous envoyer Normalement, une demande de joindre la vidéo? tu peux envoyer toi-même l'invitation. Ouais. Ouais. Mais moi, je trouve que ça fait une très bonne leçon de suspense et de patience, puisque maintenant on a l'habitude Ah, d'avoir alors tellement Nicolas nous dit, non mais on apprend ensemble. la petite caméra avec le plus à côté de la fenêtre commentée. Voilà. Donc il y a une D'accord. petite caméra à côté. Oui, merci Nicolas, c'est pour Brigitte. Il y a une petite caméra. Peut-être tout arrêter, recommencer. Ça, c'est une bonne option dans la vie en général. Ça, Tout c'est arrêter et une approche recommencer. palingénésique. Merci. Mais parfois, on peut pas tout recommencer, malheureusement. Mais oui, c'est vrai, Peut-on tout pourquoi pas. Mais je pense que recommencer? le C'est la problème n'est pas question là. qu'on se posera pendant une heure. Peut-on recommencer sa vie? Et En tout si cas, oui, je vais comment? essayer. Ah voilà, voilà. Super, Brigitte. Ok, ça va marcher là. Restez là, Brigitte arrive. Normalement, ça va marcher. Super. Mais Salut Brigitte, ça va? Bonjour Brigitte. après, vous allez voir, j'ai un Wi-Fi rural ici, donc ça va être. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Tu as une bonne connexion, Brigitte? Non? C'est Qu'est-ce pas qui se grave, attends, passe? on va y arriver. Bon, on t'entend pas du tout, en fait, c'est pas fluide, c'était très scandé, mais c'était assez rigolo, on se serait cru dans un Star Wars, mais peut-être que là, ça va être un petit D'accord. peu mieux. En tout cas, Et tu as là, un vous me standing voyez? ovation quand même. Oui, ça. Oui, on te voit super bien. Je suis accueillie par des éclats de rire. Voilà, bon, bah là, ça a l'air de fonctionner. Bon, Décidément, c'est une ok. épopée, ce live Insta. En général, c'est super le côté Instagram parce que c'est live, c'est spontané, mais c'est pas très, très bien fichu pour être raccord et faire la petite installation. En tout cas, là, nous sommes tous les trois ici. Voilà, donc on s'entend, on se suit, on se voit, c'est principal. Donc, bienvenue, Brigitte, et merci beaucoup. Ben, c'est la preuve que dans la vraie vie, il y a du suspense. Exactement, exactement. Par contre, sur ce qui risque d'y avoir encore un peu de suspense, parce qu'on t'entend pas très bien. Ah, d'accord. On entend un peu un mot sur trois. Donc peut-être que le suspense, ça va être comme dans un roman de Pérec, tu vois, les auditeurs vont devoir faire preuve d'imagination pour combler les trous à certains moments, parce que je pense qu'il y a des mots qui vont un peu sauter. Mais on va Ouais. quand même essayer. On va- Alors, Sinon, On peut parler alors, par signe. on peut parler par signe aussi, tout à fait. Bon, essayons. Alors, on a eu cette idée de cette question qu'est-ce qu'une vie romanesque? Parce que tu as écrit ton dernier livre, qui est une biographie de Dora Maar et qui est aussi une forme d'enquête passionnante, s'intéresse justement au destin d'une femme. Donc, on peut estimer qu'elle a eu un destin, une vie romanesque parce qu'elle est morte et que tu t'es penché sur sa vie, donc une fois la totalité de sa vie passée et achevée. Mais la première question que je voulais nous poser à tous, c'était déjà de constater, on l'a bien constaté, qu'on se pose cette question sur Instagram. Or, Instagram, c'est quand même le réseau social
où tout le monde peut et même est incité à narrer sa vie, à la mettre en scène et même à faire, puisque ça s'appelle une story, donc à faire une sorte de roman permanent de sa vie. Il suffit d'une photo et d'une légende et on a déjà un petit peu du romanesque. Je pense que vous êtes d'accord avec moi, puisque c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, Brigitte, je voulais te demander, est-ce que tu penses que Dora Maar, donc cette femme au destin vraiment particulier, qui a été une artiste, la maîtresse de Picasso pendant des années, est-ce qu'aujourd'hui, elle aurait été sur Instagram selon toi? C'est Alors, un peu une expérience de pensée. vous m'entendez là? Oui. Oui. Bon. Alors, Super. peut-être jeune, elle aurait été tentée. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'à partir à partir du moment où Picasso la quitte, ou même avant, elle va progressivement du monde, se renfermer, se consacrer à la peinture et à Dieu. Et alors, je pense qu'elle aurait, pour elle, ça aurait été l'horreur des réseaux sociaux, l'idée de mettre sa vie comme ça en spectacle, inventer sa vie, ou alors elle aurait pu faire, elle pouvait être un peu provocatrice et même un peu unique, peut-être elle aurait inventé une toute autre vie que la sienne. Elle aurait donné à voir autre chose qu'elle Ah, tu était. penses que elle aurait, elle aurait Peut-être. pris plaisir à déjà romancer sa vie et non pas l'exposer comme on a plus tendance à le faire, nous, sur les réseaux sociaux. En tout cas, à prétendre une certaine transparence. Tu penses qu'elle, elle aurait déjà été dans un souci du romanesque? Jeune, oui, mais à partir d'un certain. Non, je crois que même pas. Non, non. Jeune, Oui. oui. Elle était assez flamboyante. C'était une figure de la vie parisienne. Et elle devait aimer qu'on parle d'elle. Mais je pense qu'à partir du moment où elle se replie sur son intimité, où elle se coupe du monde progressivement, et notamment à partir de 58, elle écrit à ses amis pour leur dire Instagram, je quitte Facebook. Mais elle n'aurait certainement pas, pendant les 5 dernières années de sa vie, elle aurait été dans un petit salon Instagram comme on est aujourd'hui. Tout à fait. C'est vrai que c'est assez drôle de se poser justement cette question, non pas dans un salon littéraire, ni même dans une salle de classe à la Sorbonne, mais justement dans une plateforme qui permet déjà à chacun un petit peu de s'emparer de sa propre vie pour la romancer, alors que normalement c'est plutôt l'écrivain qui va s'emparer de la vie de quelqu'un en estimant qu'elle est romanesque et qui va en faire un livre, et ça peut lui prendre des années de se plonger dans cette vie. Et voilà, donc déjà aussi, merci pour ta réponse, Brigitte. Qu'est-ce que pour toi, qu'est-ce que ça signifie une vie romanesque? Quelle est ta définition, voilà, de ce qui est romanesque? J'aurais pu réfléchir avant. Euh, pour moi, une vie romanesque, c'est une vie qui nous fait rêver. C'est une vie qui nous donne le sentiment que la fiction est tellement faible par rapport à la réalité. C'est une vie, c'est la vie d'une héroïne ou d'un héros, mais d'un héros qui a réellement existé romanesque. C'est pas Hum. vous, comment vous voyez les choses. C'est quelqu'un Olivier, toi, c'est quelqu'un qui est presque plus grand, qui apparaît comme plus grand que sa vie. un peu comme les Anglais disent, bigger than life, Bigger than life, yes. encore plus sensationnel, encore plus Et intense, encore plus. là, actuellement, je suis en train de travailler sur une autre compagne de Picasso, qui est Marie-Thérèse Walter, qui est une femme simple, très, très, on pourrait même dire, et en même temps, la place qu'elle a dans l'œuvre de Picasso, les questions qui touchent à la passion que Picasso a pu avoir pour elle, et comment elle l'a donné à lui, abandonné à lui, elle n'a pas plus en dehors de lui. C'est pas c'est une femme brillante, intelligente, et je la trouve chante et romanesque, parce que vous m'entendez pas? Non,
Pardon. Voilà, ça fait partie, n'est-ce pas, Olivier? Je sais pas, c'est peut-être moi. Dis, Olivier, Si, qu'est-ce que tu en penses? tout à coup, le sens, c'est brésillé, fendillé. Mais j'écoutais, c'était passionnant, mais tout à coup, il y a eu une saute comme ça et c'était. Bon, je vais essayer de changer d'endroit. Peut-être que ça Alors, sera mieux. oui, soit c'est l'endroit, soit c'est ton portable, mais je ne pense pas, parce que quand tu parles avec tes amis au téléphone, ils t'entendent. Ou alors, ils sont très hypocrites. Mais Ils là, s'entendent un mot sur deux, ils disent oui, oui, Brigitte, bien sûr, tu es passionnante, on t'adore. vous m'entendez mieux là. Je suis en 4G. J'ai ma fille qui me conseille en me Ouais. disant de m'enlever mon. Non, en Alors, toute fait, la famille pas se quand met à. le micro a l'air d'aller, c'est surtout qu'il n'y a pas de continuité dans ce que tu dis. C'est voilà exactement ce qu'a dit C'est Olivier. peut-être moi C'est qui suis totalement décousue. C'est peut-être moi voilà, qui c'est suis totalement décousu. décousue. Et alors, on va pas te faire parler inutilement si ça reste décousu, ce sera désagréable. Enfin, surtout, ce sera inutile. Tu parles de choses Pour tout le monde. passionnantes. Si on entend un mot sur deux, ça va être difficile de les combler, même par notre grande perspicacité. Donc, on fait un essai. Alors, est-ce que Si vous jamais, m'entendez mieux? Est-ce que vous m'entendez mieux là? oui, bah, essayons. On va voir. C'est sur la durée qu'on va pouvoir estimer, voilà, la qualité de. Alors, donc Bon, tu alors, disais, donc la dernière, Marie-Thérèse, une des maîtresses aussi de donc voilà. Picasso. C'est un destin, une vie romanesque, c'est pas forcément la vie de quelqu'un de brillantissime, un héros qui traverse les steppes. Là, moi, par exemple, je vois actuellement, je suis en train de travailler sur Marie-Thérèse Walter, qui est une autre compagne de Picasso. Et c'est une femme simple, on pourrait même dire presque simplette, quand on écoute la seule interview qu'elle a donnée un an après la mort de Picasso. Et cette femme, elle est romanesque parce elle arrive d'un monde qui est totalement étranger à Picasso. Elle a 17 ans, peut-être même qu'elle n'en a que 16. Et sa vie va être totalement consacrée à Picasso. Elle va vivre comme sous cloche jusqu'à sa mort. Il n'existe que Picasso dans sa vie. Elle collectionne ses rognures d'ongles, ses cheveux, tout Oui, ce c'est qu'il lui a vrai. donné. Et il lui dit écris-moi tous les jours. Elle lui écrit tous les jours. Alors on peut dire elle est bête. Et en même temps, cette femme est romanesque parce qu'elle a fait. Parce qu'elle C'est a pas une forme vrai. de dévouement, le dévouement d'une sainte presque, quelqu'un qui a Oui, renoncé à sa propre vie et ses elle a, propres désirs. elle a renoncé à sa vie. Elle est dans le renoncement total. Et c'est difficile à imaginer parce qu'aujourd'hui, on se dit, mais quoi, elle est sous emprise? Que se passe-t-il? Pourquoi cette femme refuse d'exister? Pourquoi elle est incapable d'avoir une vie propre? Et je trouve ça romanesque. Tout à fait, c'est vrai. C'est presque le contraire de la flamboyance de Dora Maar, au début Totalement. de sa vie en tout cas. Mais donc pour toi, si je comprends bien, ce qui est romanesque, c'est une disposition existentielle hors de norme, qu'elle Oui, soit dans le retrait, comme Emily Dickinson, ou qu'elle soit au contraire dans le côté saillant de l'existence. En tout cas, il faut que ça soit excessif. il faut que ce soit excessif, il faut que ce soit hors norme, il faut que ça amène au réel un petit pas de côté, voire un grand saut, et qui nous donne à voir le monde tout à fait autrement. Mais quand on lit Des souris et des hommes, on voit bien que le romanesque n'a pas besoin d'une immense intelligence. Le romanesque, c'est pas. Voilà, je sais. C'est en effet quelque chose, un pas de côté par rapport au réel. Un pas de côté. Alors justement, toi, Olivier, aussi, qui écrit en ce moment sur la vie de quelqu'un que tu connais bien, et d'ailleurs qui a aussi des acquaintances avec Dora Maar, puisque les mêmes origines nationales, l'Espagne. Qu'est-ce qui te semble, toi, dans ce travail d'écriture, qu'est-ce qui te paraît être d'emblée romanesque? Et est-ce que justement, tu essayes de chercher le romanesque et de le convoquer, ou surtout pas? Enfin, plutôt de le contourner, de l'éviter pour qu'il apparaisse par lui-même, peut-être. Non, mais je suis ravi d'écouter pleinement Brigitte. Et moi, j'ai effectivement lu avec beaucoup de plaisir ton livre dont je suis le carnet de Dora Maar, qui, en fait, me semble romanesque. En fait, cette femme, bien sûr, à la fois parce qu'il y a différents chapitres très, très distincts dans sa vie et qu'on voit bien les étapes de son cheminement, comme oui, je crois qu'il y a des chapitres dans une vie et qu'en cela, le fait que ça soit déjà un récit plus grand
que la fiction. Ça, c'est une chose. Et il y a une deuxième chose qui fait qu'à mon avis, certaines existences, effectivement, appellent le terme romanesque et appellent le romanesque parce qu'il y a un ou une romancière aussi derrière qui va... Mais il me semble qu'il y a aussi cette chose-là très forte dans la vie de Dora Maar qui est la façon dont sa vie résonne, pour te répondre, Clarisse aussi. Pas forcément une vie hors norme ou une vie pleine de rebondissements, mais aussi le fait que sa vie, Dora Maar, elle est absolument contemporaine de la nôtre. Je le trouve dans l'engagement. On parlait d'Instagram tout à l'heure, on la voit très bien pour le coup poster des stories pour défendre des causes, pour combattre, pour porter des luttes. Et ensuite, cette femme qui est quand même broyée. Alors, c'est vrai qu'il y a souvent beaucoup d'indulgence dans les biographies parce que, évidemment, c'est Picasso et que on imagine bien que c'est un des plus grands artistes du XXe siècle, etc. Mais on voit quand même dans sa trajectoire à quel point elle est broyée par cette rencontre, malgré les moments heureux qu'il y a pu y avoir. Et toute la seconde moitié à peu près de son existence, elle se retrouve comme ça dans une forme de liberté reconquise et en même temps de grande solitude, de grand isolement. Mais c'est une solitude mystique, choisie. Et puis, choisie, donc c'est une liberté aussi. Complètement, ouais. Et c'est extraordinaire, je trouve, la façon dont à chaque étape de son parcours, elle invente en fait sa liberté, son bonheur et sa singularité. Et je trouve qu'effectivement, c'est un parcours de femme du XXe siècle qui est similaire à, là je parle de ma lignée maternelle dans le livre que je suis en train d'écrire, effectivement, je retrouve exactement les mêmes étapes, même si évidemment les personnes de ma famille ne sont pas des photographes célèbres, mais il y a quelque chose comme ça, effectivement, de l'ordre de l'universel et la façon dont une vie résonne avec nous. Et Marie-Thérèse, je pense que c'est pareil. C'est effectivement assez intéressant. Je connais moins son histoire, mais la façon dont ça peut résonner avec nous, parce que cette dévotion-là et ce sacrifice de soi, il nous parle aussi à chacun d'entre nous, à chacune d'entre nous. Donc, j'ai l'impression que ça devient romanesque quand ça tisse, quand ça fait écho, quand ça résonne et quand ça s'anastomose avec nos existences et nos vies. Et ouais, moi j'ai été bluffé par effectivement la puissance romanesque de cette existence-là de Dora Maar, à la fois par sa dramaturgie, par toutes ces étapes assez incroyables de sa vie et par cette puissance universelle de ce qu'elle a pu vivre. Donc oui, je crois que en ça c'est extrêmement romanesque et c'est pas forcément parce qu'elle est hors du commun, c'est justement parce qu'elle nous ressemble aussi quand même. Et... Alors après, la question, c'est est-ce que le romanesque a besoin d'être romancé? Oui, tout à fait. Et moi, je pense que non. Et alors, c'est fou parce qu'il y a pas mal de gens qui ont pensé que j'avais tout inventé, notamment l'histoire du carnet. Donc, en effet, que j'ai acheté par hasard un carnet d'adresse. Et ça, je vous certifie que c'est la vraie vérité. Mais des gens ont pensé que j'avais tout inventé, que j'avais finalement romancé. Et non, d'abord parce que j'ai un journaliste qui est encore très, très fort en moi et que je suis incapable d'inventer. Mais c'est vrai que la trouvaille et la façon dont je rentre dans l'histoire, dans sa vie, est elle-même romanesque. Ça, c'est absolument extraordinaire. Peut-être pour les personnes qui n'auraient pas encore lu ce livre. Oui, Brigitte, peut-être que tu vas raconter en quelques lignes comment tu es rentrée dans la vie de Dora Maar, comment Dora Maar est rentrée. Alors ça, tu as commencé ce processus-là. Ouais. Alors en fait, ça commence en effet par le fait d'avoir un mari qui perd tout. Donc il perd son petit agenda Hermès et Hermès ne fait plus le même. Il l'avait depuis des années. Et Hermès ne fait plus le même dans le même cuir. Donc je lui dis, regarde sur eBay. Donc il trouve le même sur eBay.
Et le paquet arrive à la maison, je l'ouvre, je veux vérifier que c'est bien le bon. Et là, je vois qu'on a oublié à l'intérieur un carnet d'adresses. Donc, j'ouvre le carnet d'adresses comme je suis sûre que vous l'auriez fait tous les deux. Et je vois des noms sidérants comme Cocteau, Aragon, Breton, Brassailles, Braque, Chagall, Giacometti. Donc là, les bras m'en tombent. Et je me suis immédiatement dit, il faut que je sache qui avait ces relations-là, quoi, qui avait ces amis-là. Donc, j'ai entrepris de savoir à qui il avait appartenu. J'ai réussi à comprendre au bout de quelques tâtonnements que c'était le carnet d'adresses de Dora Maar. Et puis, assez vite, je me suis dit, mais, au lieu de faire une biographie classique, où je vais raconter sa vie, c'est quand même une chance dingue d'avoir entre les mains ce carnet. C'est lui qui va me raconter sa vie. Donc, finalement, le titre, c'est « Je suis le ». Et moi aussi, je suis au sens de suivre le carnet de Dora Maar. Donc, j'ai suivi ce carnet et ce carnet m'a raconté qui elle était, si tant est qu'on puisse dire « dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es ». Tout à fait. Et justement, ça pose aussi un peu la question puisque souvent dans ces causeries, on évoque un peu la relation parfois amicale, parfois tendue entre la réalité, le réel et la fiction, qui en fait ont beaucoup de choses à se dire, en tout cas ont très envie de se parler l'un à l'autre. Ouais. Et on peut se demander qui des deux détient le monopole du romanesque. D'où la fameuse phrase le réel dépasse la fiction. Là, le contexte dans lequel tu as trouvé ce carnet imposait presque, non seulement le fait d'écrire dessus, imposait presque un projet pour quiconque aime justement ces histoires. Enfin, la genèse était déjà assez extraordinaire. Et l'histoire, t'aurais pu tomber sur imaginons que tu sois tombé sur le coursier de toutes ces célébrités, de tous ces artistes. À un moment donné, j'ai pensé, je me suis dit, j'ai pas pensé au coursier, mais j'ai pensé par exemple un critique d'art ou quelqu'un qui évolue et qui aurait pas été forcément extrêmement palpitant. Oui, j'aurais. Alors, est-ce que j'aurais continué? Est-ce que j'aurais renoncé? Je sais pas. Je sais pas. Ça dépendait un petit peu de ce que. Il s'avère que je suis tombée sur du gros, quoi. Donc. Ben voilà. Alors c'est quoi ce gros? Et ça dépend de. Est-ce que ça dépend de la personnalité? Et finalement, Dora Maar est quelqu'un qui est traversé par des grandes questions, des tourments philosophiques et éthiques. Est-ce que c'est ça qui procure le matériau romanesque, ou est-ce que c'est le regard que pose un écrivain? Est-ce que finalement Emmanuel Bove serait tombé sur le coursier, il en aurait fait un roman, peut-être une vie minimaliste aurait été une vie romanesque? Et est-ce que c'est le regard de l'écrivain ou est-ce que c'est la vie elle-même qui contient je pense que je serais tombée sur le coursier, j'aurais eu du mal à trouver des choses. Il aurait fallu remplir les blancs, comme dit Modiano. Parce qu'on a des. Je crois que c'est dans Dora Bruder qu'il dit ça. Il dit on a des adresses, on a des noms, et à un moment, il faut quand même remplir les blancs, combler ce bloc d'incertitude et de silence. Donc, avec Dora Maar, j'ai quand même trouvé beaucoup de choses. Après, il a quand même fallu remplir les blancs. Il faut y a des moments. Et moi, j'ai toujours une sorte de réserve par rapport à la fiction, qui fait que quand j'invente, quand je suppose, quand je remplis les blancs, je le dis. Je le dis ou je le fais comprendre et j'ai besoin que ce soit écrit différemment. Ne serait-ce que pour que les choses incroyables que je trouve et qui sont réelles ne soient pas remises en cause. Par exemple, quand j'ai trouvé l'histoire d'une petite fille. Dora Maar a été la marraine d'une petite fille. Ah oui, c'est passionnant. Elle a aidé la sœur de Jacqueline Lamba, qui était la femme de Breton, à accoucher. Elle était seule dans Paris pendant la guerre et comme Dora Maar et Jacqueline Lamba étaient très amies, Jacqueline, qui partait pour les États-Unis, lui a dit « Occupe-toi de ma sœur, elle est enceinte ». Donc Dora Maar s'est occupée de cette femme, qui était ces femmes célibataires pendant la guerre. Elle l'a aidée, elle l'a accompagnée le jour de l'accouchement. Et d'après ce que m'a raconté une femme qui avait été la confidente du Guette Lamba, elle est même devenue la marraine de cet enfant. Et moi, j'étais troublée dès le début par cette histoire parce que la lettre
de Jacqueline Lamba qui demande à Dora Maar de s'occuper de sa sœur a été postée dans un tout petit port en Algérie. Mais vraiment, à l'époque, c'était 300-400 habitants qui s'appelait Nemours sous l'occupation française et qui s'appelle Razaouet en Algérie. Et alors, ce port, ça dit rien à personne. Sauf que moi, je suis née à Oran et mes parents habitaient ce petit port. Donc, à cette époque, évidemment, je ne suis pas si vieille, mais je me suis dit, mais c'est pas possible, cette lettre, elle m'est envoyée. C'est assez incroyable qu'ils aient posté ce courrier depuis ce petit village. Et quand je discute avec la femme qui avait été la confidente du Guet Lamba, je lui dis, mais en fait, comment s'appelait l'enfant qui est né et dont Dora Maar a été la marraine? Et elle me dit Brigitte. Et là, je me dis, mais c'est pas possible, personne ne va me croire. Personne ne va me croire. Et donc là forcément, c'est romanesque, c'est incroyable, et c'est incroyable, mais vrai. Donc, moi, j'ai toujours besoin d'écrire différemment les moments où c'est du réel, que je relate, et les moments où je suis obligée de supposer. Alors, j'ai recours à des artifices d'écriture. Je me dis, je suppose que elle a sûrement, ou alors je pose une question. Tu subodores, comme on dit. Je subodore, mais tu émets des hypothèses, mais tu es toujours très honnête par rapport au fait que tu les émets, justement, que ce sont des pistes. Oui. Alors, mon éditrice passe derrière, elle me dit, il y a un petit peu trop de sûrement, il faudrait enlever les sûrements. Alors, derrière, j'enlève un peu les sûrements. Mais je m'efforce quand même d'écrire différemment, qui relève de la supposition et des faits. Et d'ailleurs, même si au moment d'écrire son autobiographie, même nous-mêmes, propres sujets, se penchant sur notre propre existence, on serait sans doute aussi contraint, par rapport à cette question d'honnêteté, contraint de subodorer, de mettre des sûrements, des peut-être, parce que finalement aussi, même nous-mêmes, on est une foule de personnes pris dans le passé, le présent, l'avenir, les espoirs, les désirs, les craintes. Donc c'est presque une double contrainte quand tu te penches sur la vie de quelqu'un d'autre. Tu dois prendre encore plus de pincettes et prendre encore plus de précautions à remplir les blancs parce que ce n'est pas ta subjectivité. Alors, mon livre précédent portait sur un arrière-grand-oncle qui était né en Algérie et qui était mort à Auschwitz. A priori, à part moi, personne ne se souvient de lui. Donc, j'avais une grande liberté. Je me suis quand même contrainte à cette règle-là. Mais là, après, quand on touche à des gens qui sont extrêmement célèbres, quand on touche à Picasso, on ne peut pas s'amuser à... Moi, j'aime pas beaucoup. J'en ai lu quelques-uns de ces de biographies totalement romancées où on leur prête des paroles qu'ils n'ont pas dites. Je ne suis pas fan de ce genre de choses. Mais c'est peut-être une forme de rigidité de ma part, quoi. Ou d'honnêteté, comme tu dis, de soucis, des attitudes. Toi, tu règles ça quand tu abordes un roman, même s'il est personnel, tu règles ça par la fiction, non? Comment tu te... Ah, tu poses la question à qui? À toi. Ah, oui, merci. D'ailleurs, on peut aussi la poser à Olivier parce qu'il est vraiment en plein dedans. Non, moi, ce que je trouve intéressant dans la fiction, c'est justement c'est parce qu'il y a un regard que tout d'un coup, le regard, c'est un petit peu comme la chair par rapport à la dualité du corps et de l'esprit, je trouve. C'est une manière de dire, bon, moi, c'est mon regard qui va se poser là-dessus. Donc, c'est même pas est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, est-ce que c'est fictif, est-ce que c'est réel. Je propose un regard, il vaut ce qu'il vaut. D'ailleurs, peut-être que la semaine prochaine, mon regard aura changé. Mais aujourd'hui, au moment où j'écris, mon regard, il est comme si sur ça. Et je trouve que c'est ça qui est assez beau dans l'écriture, c'est que c'est très permanent, qu'il n'y a rien de plus mouvant et de plus fugace que notre propre regard sur les choses et sur la vie des autres. Et puis c'est aussi une proposition qu'on fait à un instant particulier quand on écrit. On propose que les choses se soient peut-être passées comme ça. Et à un autre moment, on pourrait proposer tout à fait autre chose. Ça dépend tellement des humeurs, des contextes. Je sais pas, toi, Olivier, qu'est-ce que tu en penses de pas ce problème, mais ce rapport-là entre la réalité et la fiction et la manière dont on se situe? Oui, je suis très, très touché par ça. C'est une question, bien sûr,
centrale. C'est vrai que de façon générale, dans le geste un petit peu de l'autobiographie ou de la biographie, la question de la mémoire et de comment est-ce qu'on comble ou pas ces lacunes, ces béances, ces trous, elle est cardinale dans la façon de créer comme ça un dispositif narratif. Écrire un livre, c'est effectivement faire des choix assez forts par rapport à ça, je pense. Et je pense que même quand on raconte sa propre vie, on est confronté à ça. C'est-à-dire comment est-ce que faire un récit, c'est construire quelque chose qui n'existe pas. C'est donner une sorte de continuité et de nappement comme ça à quelque chose qui sinon est complètement dispersé et incohérent, qui est notre vie, quoi. Et donc le récit construit quelque chose, et à partir de ce moment-là, je conçois que, comme le dit Brigitte, on se doive une certaine, je ne sais pas si c'est honnêteté, mais en tout cas adéquation par rapport à ce qu'on est en train de faire. Et il y a de grands récits depuis Rousseau, où il y a quand même cette idée que la vérité n'est pas donnée a priori, et qu'on va construire quelque chose, et on peut le construire avec cette exigence de dire voilà, j'ai mené une enquête. Moi, ce qui m'a touché dans ton livre, Brigitte, c'est tous ces moments, d'ailleurs tu en parlais là, où tu te confrontes quand même à des sortes d'embûches ou de jeux un petit peu, et ça fait un peu un jeu de piste, notamment quand tu justement cherches à retrouver la trace donc, de cette belle-sœur d'André Breton, enfin quelque chose comme ça, ouais. Qui donc devient la marraine. En plus, c'est tragique puisque tu racontes, je crois, que ce petit enfant ensuite meurt en bas âge. Donc, mais Dora Maar, donc, qui se retrouve à ce moment-là donc seule, va aider cette amie à coucher et à l'accompagner à l'hôpital, etc. Et donc, pour retrouver la trace donc, de cet épisode de la vie de Dora Maar, tu racontais l'histoire de la lettre qui me touche beaucoup, parce qu'on a l'impression qu'effectivement il y a des signes quand même entre ça plus le carnet, il y a vraiment des signes très forts. Et puis pour retrouver cette adresse, tu vas faire comme ça une enquête. Tu dis bon alors là non, eux ils vivent aux États-Unis, donc ça peut pas être André Breton à ce moment-là, mais peut-être c'est quelqu'un de sa famille, donc tu cherches et donc tu finis par retrouver tout ça. Et moi je trouve que c'est ça qui donne la saveur et le grain de ce texte, effectivement, parce qu'une biographie où on aurait l'impression d'avoir un regard surplombant, la personne sait tout sur tout. Justement, c'est pas de la littérature. C'est-à-dire que je le poserais même pas à la fiction. J'ai l'impression, ou au travail littéraire, j'ai l'impression que c'est avec cette exigence de journaliste, mais aussi d'écrivaine, il y a quand même beaucoup de passerelles, que c'est justement littéraire, parce que tu parles, comme disait Clarisse aussi, depuis ton point de vue, quoi. Et tu nous racontes cette histoire. Voilà, c'est pas une encyclopédie. Il y a beaucoup d'incertitudes. Oui, pardon, Brigitte. Ouais. Et en fait, moi, c'est ça que j'aime. Et c'est marrant parce que ça me fait plaisir que vous disiez ça, parce que j'ai commencé à travailler donc, sur mon prochain livre en me disant, bon, là quand même, il faut peut-être que je fasse une biographie classique. Et j'ai commencé à l'écrire, et je m'ennuyais tellement à l'écrire que je me suis dit, si moi, je commence par m'ennuyer à l'écrire… Ouais, c'est très mal barré. C'est vrai que moi, j'ai du mal avec ce genre de registre de biographique en général. Et là, j'ai pas du tout senti ça. Il y a une porte qui a claqué, pardon. J'ai pas du tout senti ça avec ton livre. Donc là, j'ai quasiment tout arrêté, et j'ai repris ce que je sais faire, c'est-à-dire sans raconter ma vie, parce qu'il ne faut pas non plus tomber dans les excès de raconter ah oui, mon mari est là, ma fille me dit ça. Faut essayer, je commence à en avoir aussi un petit peu assez de ce genre d'autofiction où le quotidien de l'écrivain pénètre un peu trop dans le livre, mais sans aller jusque-là, il y a un moment où c'est bien de laisser, comme disent les historiens, un peu de surfilage. C'est-à-dire, voilà comment j'ai fait, voilà quand je me retrouve en effet avec Dora Maar, quand je me retrouve en effet face à la question de Mein Kampf dans sa bibliothèque, là, je peux pas continuer comme si de rien n'était. Je suis obligée de dire que je suis moi-même sidérée d'apprendre très vite. Dès que je crois que c'est l'après-midi même où j'ai découvert cet
et son carnet d'adresse, j'apprends que cette femme a fini antisémite avec Mein Kampf dans sa bibliothèque. Donc là, on peut pas faire l'impasse, sinon on n'existe pas, sinon on fait passer l'émotion. Sinon on est en phase avec le lecteur, si on a envie comme moi de le prendre par la main et de l'entraîner dans sa recherche, on est obligé de dire, de confier au lecteur, là j'ai un problème. Là j'ai un problème, est-ce que j'ai envie de passer 2 ans avec une femme qui finit avec Mein Kampf dans sa bibliothèque? Et faire ça, voilà. C'est pas de raconter ta vie, c'est simplement donner la subjectivité de ton regard et je trouve que c'est vraiment passionnant. Tu le fais très bien. En tout cas, j'aime, je sais, en tout cas, je sais faire que ça. De soulever cette question, en fait, c'est aussi de légitimer le fait que, en fait, de permettre au récit et à la vie dont tu t'es emparé de pas être manichéenne, parce que toi, en doutant, c'est aussi une manière de dire, et cette femme, alors, est-ce qu'elle était si convaincue de tout ça? Qu'est-ce que ça représente pour elle, ces idéologies? Pourquoi elle a besoin d'avoir Mein Kampf dans sa bibliothèque? Qu'est-ce qu'elle a vécu pour en arriver à poser ce livre chez elle? Et en fait, ton propre trouble, ta propre interrogation permet aussi de soulever, de donner plus d'aspérité et de relief et de doute à la vie dont tu parles. Parce que c'est pas comme si juste tu ne te penches pas dessus comme une entomologue, je crois, entomologue sur un insecte qui le décortique et voilà, tu soulèves des questions et tu lui prêtes ces mêmes questions aussi. C'est ça qui est vraiment intéressant. Alors, et puis en plus, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais c'est que ce qui est intéressant, c'est qu'entre le début du livre et la fin, on change, on évolue. Moi, il y a des moments où elle m'agace, il y a des moments où j'en peux plus, je la trouve plombante. Et puis ça, j'avance et je crois qu'à la fin, elle me touche, j'ai fini par l'aimer avec ses défauts, ses failles, ses côtés horripilants, voire bien pire. Donc, moi, j'aime bien aussi que l'auteur ait fait un chemin et qu'il ait même changé entre le début et la fin. Comme dans la vraie vie, souvent, c'est pas linéaire la manière dont on apprécie quelqu'un, déjà parce qu'il change, nous aussi. Donc, ce qui tissait notre relation avec cette personne évolue. Et justement, ce qui est intéressant, c'est de la confronter aux adversités de la vie, aux changements de l'un et de l'autre. Et d'ailleurs, dans ton livre, ce qui est vraiment passionnant, je sais pas si Olivier, tu seras d'accord avec moi, c'est que nous-mêmes, on est pris par ce changement d'appréciation. Et c'est vrai qu'on se dit, parfois, elle est pathétique dans le sens où vraiment ridicule, et parfois elle est pathétique dans le sens où on a envie de la prendre dans nos bras et dire mais ça va aller ma pauvre Dora, tu t'es tellement fait broyer dans ta vie que bien sûr que t'en es arrivé là. Donc on te suit complètement dans ces espèces d'agacement, de revirement par rapport à elle. Je sais pas toi Olivier ce que tu en penses. Ouais, complètement. Et c'est l'ambiguïté qui est intéressante en littérature aussi. Il y a des livres très très bien, très très bons d'écrivains brillantissimes où on a l'impression que l'ambiguïté n'existe pas quand même, hein, que finalement, et j'ai aimé ce qui finalement est assez proche de Dora Maar qui aimait elle-même faire des comme ça, était finalement pendant quand même sa vie, notamment dans l'entre-deux-guerres. Enfin, Brigitte, tu me corriges, hein, mais c'est ça, cette femme qui descendait dans la rue faire des portraits des gens. Des pauvres, des miséreux, enfin, cette femme extrêmement humaniste, pleine d'empathie, pleine de compassion. Et je trouve qu'il y a ça dans ton geste aussi, d'aller faire le portrait de cette femme. Moi, je trouve ça bouleversant. Et après, il y a quelque chose qui, d'un point de vue un peu, pas technique, mais littéraire, m'intéresse, c'est que en donnant ton point de vue, tu nous donnes accès aussi, enfin, tu es un peu comme le relais aussi de nos interrogations. Et ça, je trouve que c'est intéressant, que c'est vraiment intéressant, cette question du point de vue. Peut-être... oui, nous rappeler pour les personnes qui n'ont pas lu, en préparant cette émission, ce live, j'ai écouté une émission de France Culture aussi où il y avait des témoignages, où tu as participé Brigitte, où il y avait des témoignages notamment de ce marchand d'art à la fin de la vie de Dora Maar, qui rencontre par hasard Dora Maar, alors, il ne sait même pas qu'elle est vivante, et qui va chez elle et qui découvre effectivement qu'elle a elle est devenue effectivement très très à droite, mais cette femme qui
qui, dans sa jeunesse, était porte-parole de groupes d'extrême gauche. Donc, comment expliquer cette métamorphose selon toi? Oh, ça c'est assez banal finalement, hein, dans l'échelle des idées. Oui, mais j'aimerais bien entendre. Oui, ah oui, non, je sais pas que la question l'est, hein, mais ce revirement. Ouais. Quand j'ai été choquée d'apprendre par Marcel Flay, justement, qu'elle était devenue extrêmement antisémite, voire avec des convictions proches du nazisme, je me suis dit, mais est-ce que j'ai vraiment envie de m'intéresser à elle? Et la façon que j'ai eue de retomber sur mes pattes, c'est de me dire, mais c'est peut-être m'intéresser, me pencher sur ce cas-là, c'est peut-être comprendre comment on devient ce qu'elle a été. Je suis juive, mais pas pratiquante. C'est pas ma lecture du monde, elle tourne pas autour de ça. Donc c'est pas une question au quotidien. La question de l'antisémitisme a longtemps pas été du tout une question pour moi parce que c'était pas central dans mes révoltes, dans mes convictions, etc. Donc je m'étais jamais penchée sur la question et même pire que ça, je comprends pas. Je comprends pas comment on est antisémite. Pour moi c'est quelque chose de la même façon que raciste. Enfin, je sais pas, je ne comprends pas, je sais pas. Donc grâce à elle, d'une certaine façon, j'ai essayé de comprendre. Elle, en l'occurrence, elle a un père qui est croate, qui est lui-même très, très, très antisémite, voilà, culturellement. Donc elle a repoussé cet héritage-là dans un premier temps quand elle s'est engagée très, très à gauche, avec Bataille, puis dans les groupes proches des surréalistes. Donc, elle est vraiment une militante. On dit d'extrême gauche. En fait, elle est antifasciste. Elle est essentiellement antifasciste et très engagée à gauche. Elle va en effet faire des photos dans des quartiers qui ont été dévastés par la crise de 29. Elle va à la rencontre de ces gens qui sont dans la misère. Donc, elle va en Espagne, en Angleterre, en France. Et elle fait ces portraits dont vous parliez, Olivier. Et après, qu'est-ce qui fait qu'elle bascule dans la haine de l'autre, dans une haine incompréhensible, irrationnelle? J'ai retrouvé dans ces archives auxquelles j'ai eu accès des textes où elle se plaint de ne pas avoir de succès comme peintre, parce qu'après avoir quitté Picasso, elle essaie de devenir peintre, mais elle n'a jamais eu de succès. Donc elle se plaint de ne pas avoir de succès. Et elle considère que c'est parce que la plupart des galeristes sont juifs et qui sont eux-mêmes soumis à la plupart des grands collectionneurs qui sont juifs. Donc elle tient son explication et on est sur une logique d'aigreur, de ressentiment envers ceux qu'on accuse de tirer les ficelles et de faire votre malheur. Donc on le voit en ce moment dans les manifestations contre le pass sanitaire, ces gens qui brandissent les pancartes où il y a marqué qui tient les médias, qui ceci. C'est une façon d'accuser les Juifs d'être responsables du Covid, de la dictature sanitaire. Donc, je ne dis pas que Dora Maar était à ce point de bêtises, mais elle en voulait à un certain milieu de ne pas l'accepter comme peintre et de ne pas la reconnaître comme peintre. Et elle avait décidé que c'était les Juifs. Il y a il y a un sentiment de persécution chez Dora Maar, qui est d'ailleurs ce sentiment de persécution qui explique souvent qu'il est à l'origine du racisme, de l'antisémitisme, en fait de tous les comportements et les dérives haineuses. Quelqu'un qui refuse de se remettre en question et de travailler sur soi va toujours et systématiquement aller rechercher qui ne m'a pas assez aimé, qui a pris ma place, qui ne m'a pas regardé, qui ne m'a pas aidé. Donc finalement, on en revient presque à une carence en ce qu'on appelle aujourd'hui le développement personnel et spirituel, qui consiste à se pencher sur soi, à voir un petit peu ce qu'on a vécu, pourquoi on l'a vécu de cette manière-là, est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'on fait, qu'on répète et qui sont de notre fait et qui nous mettent des bâtons dans les roues nous-mêmes, et d'aller à chaque fois s'emparer d'une autre personne, de quelqu'un de méchant qui nous empêche d'être heureux et d'avoir du succès. Bien sûr que c'est, pour moi en tout cas, c'est la logique même de la haine. En même temps, Dora Maar aussi, ce qui fait que son destin est particulier, peut-être pas exceptionnel, mais particulier, c'est qu'elle a été aussi, au moment où elle aurait pu éclore, elle a été éclipsée. Et
n'importe qui aurait été éclipsé, parce que quand on est la maîtresse de Picasso, c'est déjà un petit peu se tirer une balle dans le pied pour plusieurs raisons. Non seulement il est très connu, très talentueux, reconnu pour son talent de son vivant, et en plus, il n'entend absolument pas laisser son cercle autour de lui lui voler la vedette, ou ne serait-ce que avoir un petit peu de lumière et de reconnaissance. C'est un ogre. Donc, est-ce que d'avoir fréquenté un ogre, est-ce que de fréquenter une figure comme ça, un peu, pour le coup, vraiment bigger than life, est-ce que ça peut faire d'une vie, une vie déjà en soi assez, sinon romanesque, du moins très singulière, parce que ça va quand même un petit peu l'orienter d'une certaine manière. Alors là, je t'ai plus du tout entendu. Est-ce que tu peux répéter la question? Bon. J'ai Olivier, entendu tu m'as entendu? Oh, je rappelais aux auditeurs que Dora Maar avait été la maîtresse de Picasso, et Oui. pour quelqu'un d'ambitieux, c'était déjà se tirer un peu une balle dans le pied, parce que Picasso n'était pas quelqu'un qui laissait beaucoup de place autour de lui pour exister, pour rayonner, et puis c'était un ogre. Et donc finalement de faire le choix, même si c'était un choix inconscient, on pourrait dire, ou porté par l'amour, de faire le choix de vivre dans l'ombre d'un tel homme, est-ce que c'était pas déjà la volonté de vouloir avoir une vie un peu exceptionnelle, et en même temps le paradoxe qui consistait à se condamner soi-même à ne pas vraiment exister? Alors moi, je crois pas qu'elle fait le choix de partager la vie du plus grand peintre du siècle. Elle veut ce qu'il y a de plus brillant. Elle veut être consommée. Donc elle est extrêmement ambitieuse. Aujourd'hui, si elle n'était pas artiste, si elle n'était pas talentueuse, on dirait c'est une starfuck. Elle veut être au sommet. Elle veut pas. Et son ami est un peu. On t'entend plus très bien, juste Brigitte, excuse-moi de t'interrompre, mais on t'entend, c'est un peu comme tout à l'heure, ça saute. Toi aussi, Olivier, ça te fait ça? Ouais, c'est assez. Je vais réenlever. Oui, Olivier, en attendant que Brigitte. Voilà. Vous m'entendez mieux? Je sais, moi, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Et toi, Olivier? Pas terrible. Oui, j'ai entendu. J'ai effectivement eu plus de mal à suivre. Donc, ce que je disais, je m'excuse auprès de tous ceux qui nous écoutent, c'est qu'elle ne fait pas le choix de vivre dans l'ombre. Elle fait le choix de vivre au plus haut de la culture de l'époque. Elle veut partager la vie du plus grand peintre du monde de l'époque. Et de la même façon que Jacqueline Lamba fait le choix de séduire le pape des surréalistes, l'homme qui a créé le mouvement surréaliste. Donc, c'est des jeunes filles ambitieuses, mais qui n'ont pas l'ambition de vivre dans l'ombre. Elles n'imaginent pas ce qui va lui arriver. Je pense que... Et d'ailleurs, elle est éblouie au début, parce qu'au début, Picasso, tous ses amis le disent, il a du Dora plein la bouche. Quand elle n'est pas là, il n'arrête pas de parler d'elle, il dit Dora pense que, Dora dit que. C'est la première fois de sa vie qu'il vit avec une intellectuelle, une femme qui est politiquement engagée, instruite, cultivée. Donc Picasso, au début, il est totalement ébloui par cette femme et il lui témoigne de cet éblouissement, de son admiration pour ce qu'elle dit, pour ce qu'elle pense. Donc, je crois que pendant un an ou deux, pendant au moins un an, elle n'a pas vu ce qui lui pendait au nez. C'est peu à peu que Picasso a changé. C'est peu à peu Picasso qui s'est lassé d'une femme qui a un avis sur tout, qui prend la parole. C'est un homme du 19e siècle. Et il est né en 1870 et quelques. Enfin, donc, c'est 80, je sais peut-être la date exacte. Mais c'est un Espagnol du 19e siècle. Donc, ça l'amuse un moment, hein, la femme intelligente qui parle et qui l'a très vite, il n'a eu de cesse de l'écraser, de l'abaisser, de l'avilir, de l'humilier. Donc ils sont assez vite rentrés dans une relation un peu sadomaso parce qu'il avait besoin de l'écraser. S'il ne l'écrasait pas, il se sentait un petit peu écrasé sans doute par elle.
qu'il y a plus Oui, il y a eu un rapport de force assez clair entre eux. Ouais. Et alors, aujourd'hui, on peut se poser la question, aujourd'hui, une telle femme, aussi talentueuse, ambitieuse, justement, qui n'entend pas vivre dans l'ombre d'un homme ou d'un mentor ou d'un Pygmalion, est-ce que ce serait différent je ne sais pas si on a des exemples. Olivier, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu connais des femmes dont tu trouves que aujourd'hui, le destin qu'elles sont en train de fabriquer, puisque quand même les choses ont énormément bougé par rapport à ça, au rapport de force entre les hommes et les femmes. Est-ce que ça semble évident que là aujourd'hui, une Dora Maar en tout cas ne terminerait pas forcément sa vie recluse chez elle, à avoir basculé dans des idées fascistes, parce qu'elle aurait eu plus aussi d'espace pour s'exprimer, pour exister en tant qu'artiste. Écoute, ça, je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que oui, bien sûr, elle témoigne aussi d'un état historique hein, de la condition des femmes artistes, mais et il me semble qu'effectivement, on le voit très bien dans le livre de Brigitte, il y a un moment, cette femme qui est extrêmement brillante, qui est dans un groupe quand même extrêmement masculin, qui est le groupe surréaliste, et qui prend la parole et qui s'affirme et qui va vivre et qui va, à mon sens, c'est la lecture que j'en fais, hein, c'est pas là encore, c'est simplement mon regard, hein, qui quand même affronte une certaine violence masculine à la fois dans le cadre global de son époque et puis dans sa relation avec Picasso, c'est sûr. Et puis pour revenir pour revenir finalement à cette sorte de entre guillemets de déchéance ou d'aigreur, c'est quand même très intéressant aussi. Enfin, à la limite, c'est presque la partie de sa vie qui est la plus romanesque. Parce que, bien sûr, le fait d'être une femme d'avant-garde, idéaliste, extrêmement talentueuse, une grande artiste, c'est extraordinaire à raconter. Mais je trouve que la deuxième partie de sa vie, quand elle écrit des poèmes dans un village de Luberon, des poèmes d'une beauté absolument incroyable, et qu'elle est comme ça, elle vit seule, sans voir personne pendant des années. On ne sait pas, alors on suppose qu'elle a continué cette fameuse production artistique, mais en réalité... Elle n'a jamais... Oui, elle n'a jamais... C'est ça qui est fou, c'est que pendant 50 ans, elle continue à peindre sans succès, sans reconnaissance. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Moi, cette partie-là m'a énormément touché. Et sans être dans l'adhésion, c'est ça qui est intéressant. On ne peut évidemment... moi, je n'adhère pas évidemment aux idées de Dora Maar à la fin de sa vie, mais ce n'est pas la question. Je veux dire, il y a un moment où c'est un personnage, quoi, comme il y a Sunset Boulevard, ces personnages d'actrices déchues ou de Fedora, tous ces grands personnages de cinéma où en fait on est dans une forme de nostalgie de la grandeur. Et il y a une phrase qui a été dite justement dans l'émission que j'écoutais, je ne sais pas si je ne sais plus si tu la reprends à ton compte dans le livre, mais c'est que Dora Maar aurait dit après Picasso, je ne me remarie pas puisque au-dessus de Picasso, ce serait Dieu. Oui. Donc, voilà, une sorte de mégalomanie extraordinaire que moi j'adore, qui me la rend très humaine en fait aussi. Oui. Alors, pour en revenir à la question de Clarisse, à savoir, est-ce qu'aujourd'hui une femme serait prise dans une telle emprise? Alors, je pense qu'il y a deux choses. Il y a d'abord le statut des femmes artistes, qui est clairement pas le même aujourd'hui. On voit bien, elles ont toutes eu du mal à s'imposer. Là, je sors, j'allais voir une exposition de Sabine aux rencontres d'art. Sabine Weiss, elle a le talent de Doineau et elle n'avait pas la reconnaissance de Doineau parce que les femmes étaient des artistes de seconde zone, quoi qu'elles produisent. Il a fallu des Louise Bourgeois pour ouvrir les portes. Donc, je pense que artistiquement, elle aurait aujourd'hui une place plus facile à revendiquer. Mais après, je ne sais pas si c'est pas plus âgé mais je pense que la relation entre un homme et une femme et le mystère absolu, en tout cas pour moi, ça reste un mystère d'une relation sado-maso, ça n'est pas lié au 19e, au 20e siècle, au 21e. Je crois que la relation que Picasso entretenait avec toutes ces femmes, qui étaient des relations sado-maso, il y avait du dominé, peut être surdiplômé et se laisser embarquer dans une relation comme ça, trouver
Encore une fois, je le valide pas, hein, et Oui, bien sûr, ouais. quelquefois de ce que je lis, etc. Mais je sais qu'il y a des femmes qui prennent du plaisir à l'humiliation. Et sans doute aussi des hommes. En fait, c'est plus une question presque ontologique. Il y a des personnes, c'est leur histoire archaïque, originelle. Ça Voilà, va, Brigitte? ça va Oui, tu as bien. raison. Finalement, c'est pas tellement une question historique ou contextuelle. Là, on Oui, touche à quelque chose qui est beaucoup plus psychanalytique, voire oui, métaphysique, ontologique. Et d'ailleurs, c'est aussi intéressant de se dire que un homme comme Picasso avait peut-être besoin d'être dans cette dynamique de destruction pour créer son œuvre aussi. C'est-à-dire, tout ce qu'il touchait était assez magnifique quand même, quel artiste vraiment, voilà, ça, je pense qu'on va pas le remettre en question, on aime ou on n'aime pas. Mais à côté, effectivement, avec les femmes, en tout cas, sentimentalement, c'était plutôt corrosif et destructeur. En fait, je pense qu'on a énormément d'exemples connus. D'ailleurs, souvent, quand on dit il y a des grands réalisateurs hein, qu'on a tous en tête, je pense, qui sont des tyrans sur le plateau et qui ont été aussi des ogres avec toutes les femmes oui. qui ont été leurs compagnes. Et puis, Donc c'est vrai que le truc est très difficile à admettre en tant que femme, mais probablement en tant qu'homme, si c'est un homme qui est dans la soumission, c'est de se dire, elle s'est laissée embarquer là-dedans. Et elle aurait eu des ressources pour résister, mais non, elle a dû. J'en ai pas une amie psychanalyste qui me dit c'est le grand mystère de la jouissance, c'est du fait de prendre un certain plaisir dans une situation qui est douloureuse, de trouver dans la souffrance quelque chose d'indispensable. C'est un grand mystère. oui, parce que plus que du plaisir, c'est peut-être aussi que c'est la seule chose qu'elles connaissent. Peut-être qu'elles sont familières à ça. Parce que plaisir, c'est vrai qu'on dit que le sadomasochisme, c'est de plaisir à souffrir, mais bon, on va pas rentrer dans ce débat, mais je pense que c'est aussi quelque chose auquel elles ont les codes de cette souffrance. Ça leur est beaucoup plus familier peut-être que d'être valorisées, aimées, respectées, mises sur le devant de la scène. Peut-être que voilà, c'est quelque chose qui pas génétiquement, mais en tout cas, voilà, ontologiquement, leur est plus familier d'être rabaissées et qu'elles savent pas être aimées autrement, en fait. Et moi, j'ai pensé en me plongeant sur le cas de Dorama, c'est qu'un homme qui l'aurait sublimée, qui l'aurait mise sur un piédestal, elle ne l'aurait pas aimée. Elle aurait pensé qu'il la mettait sur un piédestal, il n'était pas digne d'être aimé. Elle aimait plutôt ce qui lui restait, c'est. Ce qui lui échappait aussi, peut-être. Ça va? Ça y est. Oui, je dis ce qui lui est échappé. Et ça c'est la dynamique du désir aussi. C'est-à-dire ce qui m'échappe. Et d'ailleurs, aussi, pour revenir à la question du romanesque, est-ce qu'une vie romanesque n'est pas aussi une vie qui non seulement peut nous faire rêver parce qu'on sait qu'on n'aura pas la même, mais aussi qui présente des caractéristiques qui nous échappent. On n'arrive pas très bien, tu parles du mystère, on n'arrive pas très bien à comprendre pourquoi cette vie-là, elle est plus saillante qu'une autre. Tu parlais aussi du devenir de Dora Maar. À aucun moment tu as figé sa vie en disant c'est simple, de A à Z, ça a été une vie romanesque. À quel moment on peut estimer qu'une vie est romanesque? Est-ce qu'on doit attendre que la personne meure et puis regarder chronologiquement en disant ouh, ça c'est exceptionnel, oh ça c'est très saillant, ça sort de l'ordinaire? Ou est-ce que c'est pas une manière justement de mener son existence, de mener sa liberté, d'être sur la brèche et puis je sais pas, est-ce que aussi romanesque malgré soi aussi, quelquefois. Je pense pardon, est-ce que je peux répéter? J'ai pas très bien entendu. Est-ce qu'on n'est pas romanesque malgré soi? Ah, malgré soi. Qu'est-ce que tu en penses, Olivier? Est-ce que toi, tu es romanesque ou malgré toi? C'est hyper juste comme question. C'est très juste, hein. Ouais. Tout ça est très juste. Après, bon, en ce qui me concerne, je crois pas qu'il y ait une forme en général j'ai l'impression que la violence de cette histoire avec Picasso, elle est quand même aussi conditionnée historiquement. Ce que tu disais sur le fait qu'aujourd'hui, effectivement, une femme pourrait avoir plus de place. Bon, c'est sûr que quand même, alors après, est-ce que Dora Maar a une prédisposition psychopathologique à souffrir? Peut-être, mais quand même, je crois qu'il y a vraiment un conditionnement là, qui est lié quand même
des réalités socio-historiques qui fait qu'elle a été prisonnière de ça, elle n'a pas pu s'épanouir. Et encore une fois, moi je trouve ça assez tragique, mais en même temps bouleversant, la façon dont cette souffrance qui vient quand même d'un cadre historique où elle n'a pas pu s'épanouir, on voit jusqu'à la fin de sa vie cette frustration-là, elle est émouvante parce qu'effectivement, comme on disait tout à l'heure, sa souffrance génère, on a envie de faire souffrir les autres et on entre dans des idéologies mortifères, mais ça vient de sa souffrance à elle. Et cette souffrance-là, je pense qu'on peut tous la vivre, cette frustration, le fait d'être soumis à des violences historiques, masculines, etc. Ça la rend très romanesque et très universelle, encore une fois, je trouve, cette femme. Et puis après, c'est vrai que tu disais tout à l'heure que tu travaillais sur une autre... alors, je crois qu'il y a quand même 7 ou 8 compagnes de Picasso, donc ça fait plusieurs livres à... Non, peut-être que je m'arrêterai là. Mais il y en a quand même certaines qui sont plus voilà. Et c'est vrai que Dora Maar, alors je ne l'ai pas dit, mais pour l'anecdote, moi j'avais vraiment mon portrait, depuis tout petit, j'ai ce tableau, un des portraits très connus de Dora Maar par Picasso, qui était vraiment... voilà, un tableau et une femme, un personnage qui me fascinait et auquel sans doute je m'identifiais, ou j'identifiais les figures de ma famille. Et j'ai été vraiment très très intimement touché par cette trajectoire, quoi, finalement. Et peut-être que c'est ça le romanesque aussi, c'est ce qui nous relie, ce qui nous touche, ce qui crée des histoires communes, je ne sais pas, mais il y a quelque chose comme ça pour moi. Puis le romanesque se nourrit aussi de malheur. Et ce destin brisé, cette femme qui a gâché son talent, qui a consacré sa vie à Picasso, et puis qui en même temps a trouvé en elle la force de lui survivre. Parce que quand on regarde toutes les femmes de Picasso, elles ont toutes vraiment, j'ai l'expression qui me vient, c'est elles ont toutes pris cher. Mais c'est un peu ça, parce que... Et la seule qui s'en sort, c'est Françoise Gillot, qui à un moment donné se dit qu'elle est peut-être au fond la plus ambitieuse, la plus cynique de tous. Elle a 23 ans quand elle rencontre Picasso. Elle sait exactement pourquoi elle va dans le lit de Picasso. Et elle y trouve un intérêt. Elle est sans doute amoureuse de cet homme, mais peut-être moins que les autres. Et à un moment donné, elle sent qu'elle va se faire broyer et elle a en elle la force de prendre ses enfants sous le bras et de partir. Et donc elle, c'est une héroïne. C'est une femme forte. C'est une femme qui dit non à Picasso, qui lui claque la porte au nez et qui va refaire sa vie. C'est une héroïne moderne, mais c'est la seule. Les autres sont finalement broyés par le monstre. Et alors, il y a celle qui se suicide, il y a Jacqueline et Marie-Thérèse qui se suicident, il y a celle qui devient en partie folle, c'est Dora Maar, et puis, il y a celle qui devient vraiment folle aussi, c'est Olga. Donc, en fait, il a fait vraiment des dégâts autour de lui, sans parler des enfants. Ce séjour pour Dora Maar, ce séjour à l'hôpital psychiatrique, en même temps, ça a été temporaire. C'est aussi ce départ dans le Luberon, là, cette fuite, c'est aussi une forme de résilience, comme on dirait aujourd'hui, quoi, de se reconstruire. C'est quand même assez admirable. Alors, bien sûr, on peut ne pas être d'accord avec toutes ces idées-là politiques qu'elle a eues à la fin de sa vie, mais le fait d'aller vivre comme ça, dans ce petit village qui est décrit comme ça, que tu décris, dans un milieu très austère, près du Mont Ventoux, au milieu de nulle part, comme dans un village de Giono, là, et cette femme qui prend sa mobilette pour aller... c'est extraordinaire, enfin, c'est extraordinaire. Hein. C'était étrange, c'est étrange parce que j'y étais hier soir et je regardais les montagnes environnantes et je me dis c'est un lieu pour revivre, c'est un lieu pour survivre. Renaissance, c'est un lieu de renaissance, c'est un lieu où on se confronte. Métamorphose. Et je pense qu'elle a survécu grâce à ce lieu. Elle a quand même vécu jusqu'à 90 ans, donc on ne peut pas dire que, voilà, elle a quand même... Oui. Elle a trouvé en tout cas de quoi s'accrocher à la vie, donc comme quoi aussi parfois le survivant en nous, malgré toutes les adversités, toutes les épreuves et toutes les frustrations, la petite survivante ou le petit survivant qu'on a en nous parfois peut justement nous faire traverser
des décennies, des épreuves, et même si on tient pas tête à nos ennemis. Mais d'ailleurs, tout ce dont on parle depuis tout à l'heure, je dis pas qu'on peut en arriver à la conclusion que le réel ennemi, c'est notre ennemi intérieur, et peut-être que il aurait bon dos, Picasso, dans cette histoire, bah, dans quelle mesure elle en aurait pas trouvé un autre de Picasso qui l'aurait de toute façon broyé? Quelle était quelle était sa disposition originelle à de toute façon s'auto-saboter? Donc après on trouve les personnes sur notre chemin. Si on a envie de s'auto-saboter, on va faire les rencontres de gens qui vont nous aider allègrement à se saccager soi-même. Et si on a justement envie Oui, de contourner, on les- tu es d'accord? Bon, je crois qu'un ange passe, et là, c'est peut-être l'ange de Dora, parce qu'on l'a quand même beaucoup convoqué ce soir pour parler de cette grande question. En tout cas, je trouve qu'Olivier, t'as dit des très belles choses sur le livre de Brigitte, et ça m'a fait moi aussi penser C'est ce sincère, livre ouais. qui est vraiment magnifique, très beau, et je trouve que ce qui le caractérise et ce qui caractérise un petit peu tout ce que tu évoques depuis le début de cette causerie, c'est cette histoire de regard et de tendresse en fait, et peut-être que une vie romanesque qui termine en roman, c'est aussi avant tout une grande tendresse qui se pose sur une existence, parce que toute existence est absolument minuscule et absolument immense au Oui. regard de quelque chose ou au regard de quelqu'un. Qui va regarder cette existence? Qui va en faire quelque chose de petit ou quelque chose d'immense? Et ben, l'écrivain peut se poser dans cette position et ce rôle qui va pas sublimer, mais qui va qui va poser une existence Et poser, sur un socle en particulier. et qui va poser aussi son regard, parce que je pense que enfin, vos livres, c'est pareil, enfin, c'est même encore plus fort. C'est à un moment, c'est moi qui tombe sur ce carnet, et c'est moi qui me sers de ce carnet. Donc c'est mon regard. Quelqu'un aurait ressenti d'autres choses, quelqu'un aurait eu d'autres intuitions à partir. Quelqu'un serait parti dans d'autres directions. Moi, par exemple, j'aurais de pas m'être intéressée à Giacometti ou Braque. Il aurait fallu faire un tome 2, mais ce qui n'est pas du tout à l'ordre du jour. Mais c'est la rencontre d'un sujet romanesque et de quelqu'un qui va le vivre avant de le traduire. Et tu dis, même le titre est très beau parce que je suis le carnet. C'est vraiment, c'est aussi presque je suis le verbe suivre, quoi. Je suis, et puis je vais comme ça, je suis une femme avec tout ce qu'elle comporte de polyvalence et de. Ouais. Ouais. Tu pourrais faire Je suis le lit de Pablo Picasso, parce que apparemment t'es bien parti pour. Mais il y a Ce serait romanesque. un livre qui s'appelle Je suis le carnet Picasso, Ah d'accord. qui est un beau livre qui reprend un carnet de Picasso. Et juste petite question, tu vas pas parler de Thérèse Gillot, justement, parce que la manière dont on parlait là tout à l'heure, cette femme forte, cette héroïne des temps modernes, ça t'intéresse moins que ce profil des femmes plus dans l'ombre, qui se font écraser ou qui renoncent? Ouais. C'est toujours pareil. Les gens sont plus intéressants dans leurs échecs que dans leur réussite. En tout cas, ils racontent plus. Ils racontent il y a plus de vrai qui se dit dans ces moments-là que dans des grands moments de réussite.
C'est sûr. Et d'ailleurs, ça me fait penser à. J'avais une petite idée. En tant qu'écrivain, on a toujours plein d'idées. On se dit, ah, ce serait génial, je vais écrire un livre là-dessus, nan, nan. Puis finalement, on en fait à l'échelle d'une vie peut-être un centième de toutes les, même pas un millième de toutes les idées qui nous ont traversées. Et c'est déjà beaucoup. Mais une fois, j'avais eu, je l'ai encore un peu le fantasme d'un livre. C'est assez banal, hein, mais qui finalement prendrait à chaque fois, se pencherait sur le jour ou l'instant avant l'instant T. Parce que souvent, on peut raconter une biographie, puis là, il y a eu, quand cette personne a eu ce diplôme, quand elle a été récompensée, après le mariage, hein. Mais finalement, le moment de doute avant de se marier, ou le moment où le sentiment d'imposture avant de recevoir une récompense, ou l'envie de tout quitter avant de se... Voilà, et en fait, tous les petits instants des coulisses qui se passent la veille, ou l'instant, vraiment l'instant d'avant dont personne ne parle dans les biographies, parce que tout le monde s'intéresse plutôt aux moments qui sont sur le devant de la scène, ceux qui sont faciles à raconter parce qu'ils sont plus flamboyants, spectaculaires, et qu'en plus il y a des photos et des témoins souvent. Mais je trouvais que ce serait intéressant de faire un espèce de voilà, de récit de tous les instants où finalement tout pouvait vaciller parce que la personne est seule face à sa vie et qu'elle doute, elle hésite, et que même elle est à deux doigts de renoncer, mais ça on n'en parle jamais vraiment, quoi. Les Je sais pas échecs, ce que t'en penses. les échecs sont aussi fascinants. Les échecs. Les échecs. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, à propos d'échecs, Olivier a quitté la conversation. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est un échec de la technologie ou un échec de sa volonté ou de sa... Je ne sais pas. Mais en tout cas, il a quitté la conversation. La batterie est à bout. Ou alors c'est lui qui est à bout. Peut-être. En tout cas, ça va être difficile de combler les blancs d'Olivier. Déconnecté, mais je vous écoute. Oui. En tout cas, Brigitte, merci vraiment. C'était super cette conversation, malgré les problèmes techniques qui font qu'on t'a pas toujours très bien entendu, mais c'est pas du tout de ta faute. Une fille un peu rurale. Ouais. Donc, mais en tout cas, c'était super. Et Olivier, aussi. Enfin, voilà, je sais pas, je vais pas résumer la conversation, mais c'était vraiment une très belle danse de pensée et de comme ça, de sentiments. Et voilà, échec de connexion. Et ben, c'est super de se quitter sur un échec, puisque justement, on est tous d'accord pour dire que ce sont les échecs qui sont les plus romanesques. Mais c'est ça, on s'en souviendra beaucoup plus que si tout avait été parfait. Olivier, on se souviendra non seulement de toi, mais voilà, un immense merci, Brigitte. De cette sortie magnifique. De cette sortie, ouais, complètement sur la pointe des pieds, mais quand même, on a remarqué que tu n'étais plus là et tu nous manques. Donc, Bon, bah alors. Au début, Brigitte, on n'entendait pas, puis après, plein de fois, on n'entendait rien. Le début était chaotique. C'est parti. Bon, écoutez, en tout cas, à très bientôt, merci. Merci encore à toi. Et en tout cas, cette conversation sera, je sais pas si on va la mettre en podcast. On verra si elle sera audible. Mais ce qui comptait, c'était l'instant T et le moment du direct. Donc, Brigitte, bon été et travaille bien sur Marie-Thérèse. Et on a hâte de le lire et voilà, de te retrouver en librairie bientôt et à Arles pour toutes tes aventures. Et hâte de Au revoir à tout le monde. Au revoir. Ouais. Merci à tous d'avoir suivi cette causerie. Au revoir.